Le pont de commandement du vaisseau de guerre cridonien brillait de mille feux, symbole de victoire. L'amiral Crestor, debout devant l'écran principal, contemplait la dernière cité de Veldon Prime brûler en contrebas. Un autre monde était tombé aux mains de l'Empire. Une autre espèce avait appris à se soumettre. Conquête sans bavure, amiral, annonça son second. Perte totale. 47 soldats cridoniens. Pertes ennemies. Environ 4 millions. La population Veltani restante est prête à être prise en charge. Crestor acquiesça. C'était le 400e monde à tomber en 200 cycles d'expansion. L'Empire cridonien avait perfectionné l'art de la conquête. Des armes supérieures, des vaisseaux plus puissants, et la volonté de les utiliser sans pitié. C'était une formule simple qui n'avait jamais échoué. Excellent travail. Commencez immédiatement l'extraction des ressources. Crestor se détourna de l'écran. Quelle est notre prochaine cible? L'officier de communication s'avança, une tablette de données à la main. Le haut commandement a sélectionné une nouvelle planète, Amiral. On l'appelle la Terre, une planète primitive située dans le bras spiral extérieur. Primitif? Crestor prit la tablette et consulta les informations. Fusées chimiques? Armes nucléaires? Elles sont à peine présentes dans leur propre système stellaire. Fusées, armes nucléaires, elles sont à peine présentes dans leur propre système stellaire. Il laissa échapper un rire rauque. Cela prendra moins d'un cycle journalier. Amiral, dit prudemment l'officier de communication, il y a quelque chose d'étrange. Nous avons reçu plusieurs avertissements concernant cette planète. Crestor leva les yeux, les pupilles plissées. Des avertissements. De qui? De 3 sources, monsieur. D'abord, des survivants Veldani qui ont fui avant que nous ne conquérions leur monde. Ensuite, la guilde des marchands. Troisièmement, un ancien signal automatique provenant des environs de la Terre. Que disent ces avertissements? L'officier Akiviva a Angush a activé un hologramme. Un message enregistré est apparu. C'était un capitaine Valtani, le visage couvert de sang et de cendres. N'allez pas sur Terre, s'il vous plaît. Qui que ce soit qui entende ceci, c'est un piège. Les humains ne sont pas ce qu'ils paraissent. Nous avons tenté de piller leur système pour en récupérer des ressources. Un seul de nos vaisseaux est revenu. N'allez pas sur Terre. Un autre message le remplaça. Celui-ci provenait d'un représentant de la guilde des marchands. Pour toutes les espèces, la Terre est désignée zone protégée par les autorités de la guilde. Nous déconseillons fortement toute action militaire dans ce système. Les humains ont démontré des capacités de défense exceptionnelles. Considérez ceci comme un avertissement formel. Le troisième message était le plus ancien. Il provenait d'une balise ayant dérivé dans l'espace près du système solaire terrestre. Le message était simple et direct. Avertissement à toutes les espèces agressives. Le monde qui nous attend s'appelle la Terre. Ses habitants sont dangereux. Ils ne se battent pas comme les autres. Faites demi-tour. Ce n'est pas une conquête, c'est un piège. Crestor fixa les messages un long moment. Puis il éclata de rire. Ses officiers l'imitèrent net, et leur rire remplit le pont de commandement. Un piège? Crestor effaça les messages d'un geste de la main. Nous avons conquis 400 mondes. Nous avons anéanti des espèces dotées d'une technologie bien supérieure à celle de ces humains. Et on est censé craindre des créatures qui utilisent encore des carburants chimiques? Les Veldani étaient pourtant faibles, ajouta son officier d'armement. Ils ont probablement mal attaqué et ont imputé leur propre échec aux humains. Quant à la guilde des marchands, suggéra un autre officier, ils veulent garder la terre pour eux seuls. Ils veulent les ressources sans concurrence. Exactement, approuva Crestor. Ces avertissements ne sont rien. La peur des faibles, la cupidité des marchands et un vieux signal probablement laissé par une espèce disparue depuis longtemps, qui a perdu une seule bataille et a pris la fuite. Il consulta de nouveau les données concernant la Terre. La planète était magnifique, recouverte d'eau bleue et de terre verdoyante. Les images montraient des villes, mais elles étaient petites comparées aux mégastructures cridoniennes. Les données militaires révélaient en la présence d'armes nucléaires, certes, mais leurs vecteurs étaient rudimentaires. Leur flotte spatiale se composait de quelques satellites et de plateformes orbitales sommaires. Le haut commandement souhaite une conquête rapide,
annonça Crestor. L'Empire a besoin d'une victoire morale après que la résistance Veltani se soit prolongée au-delà des prévisions. La Terre nous offrira cette victoire. Nous montrerons à la galaxie que l'Empire crudonien ne craint rien. Quelle taille de flotte devons-nous envoyer, amiral? Crestor réfléchit. Pour la conquête classique d'un monde primitif, 10 vaisseaux de guerre suffiraient. Mais ces avertissements, aussi insensés fussent-ils, s'étaient répandus dans les cercles militaires. Certains soldats pourraient hésiter. Mieux valait frapper fort. 50 vaisseaux de guerre, décida-t-il. Nous réduirons leur planète entière en verre s'ils résistent. Nous ferons de la Terre un exemple que toute la galaxie verra. L'équipage acclama. La Terre que toute la galaxie verra. L'équipage acclama. 50 vaisseaux de guerre représentaient une puissance de feu colossale. Aucun monde primitif ne pouvait résister à une telle force. La conquête serait glorieuse et rapide. Cap sur la Terre, ordonna Crestor. Vitesse maximale. Je veux célébrer notre victoire avant le début du prochain cycle. La puissante flotte crydonienne vira dans l'espace. 50 vaisseaux de guerre massifs, chacun capable de détruire des villes depuis l'orbite. Leurs boucliers pouvaient résister à des attaques nucléaires. Leurs armes pouvaient percer n'importe quel blindage connu de la galaxie. Ils n'avaient jamais perdu une bataille, jamais jamais échoué dans une conquête. Alors que la flotte s'engageait dans le voyage supraluminique, personne ne remarqua un petit vaisseau dissimulé dans l'ombre de la lune de Veltan Prime. Il n'était ni crydonien ni veltanien. Sa conception était inconnue des bases de données de l'Empire. À bord du vaisseau, une silhouette solitaire observait la flotte crydonienne disparaître dans les étoiles. Elle portait un uniforme simple orné d'un écusson sur l'épaule. L'écusson représentait une planète bleue et verte, la Terre. La silhouette toucha un appareil de communication. Station d'observation 7, commandement Terre. Les Cryédoniens arrivent. Ils ont ignoré tous les avertissements. Leur flotte compte 50 vaisseaux de guerre. Arrivée prévue dans 14 jours terrestres. Une voix répondit de l'autre bout de la galaxie. Bien reçu, observateur 7. Passez à la position suivante. Il est temps d'activer les plans d'urgence. Ils avaient été prévenus. Ils ont choisi de ne pas écouter. La silhouette acquiesça et commença à tracer une route. Ils font toujours la sourde oreille. C'est pourquoi le piège fonctionne. Le petit vaisseau disparut dans l'obscurité de l'espace, laissant derrière lui le monde en flammes de Veltan Prime. Les Crydoniens pensaient l'avoir conquis entièrement. Ils ignoraient que 3 observateurs humains avaient suivi toute la bataille, prenant des notes, consignant les tactiques et transmettant le tout sur Terre. Les Crydoniens disposaient de 50 vaisseaux de guerre, d'une technologie supérieure et de 200 ans d'expérience en matière de conquête. La Terre, elle, avait tout autre atout. 14 jours de préparation et la certitude que l'ennemi arriverait comme prévu. Le piège était tendu. Les Crydoniens étaient en route, et quelque part dans l'immensité de l'espace, cette vieille balise automatisée continuait de diffuser son avertissement à tous ceux qui voulaient bien l'écouter. N'allez pas sur Terre, c'est un piège. Mais les Crydoniens étaient là déjà partis, fonçant vers une planète d'apparence fragile et primitive. Une planète qui les attendait depuis fort longtemps. La flotte crydonienne émergea d'un voyage supraluminique aux confins du système solaire terrestre. L'amiral Crestor se tenait sur son pont de commandement, s'attendant au chaos. Les mondes primitifs paniquaient généralement à l'arrivée d'une flotte de guerre. Ils envoyèrent des messages désespérés, implorant la pitié, ou proférèrent des menaces insensées qu'ils ne purent les admettre à exécution. La Terre ne fit ni l'un ni l'autre. Amiral, nous recevons une transmission de la planète, rapporta l'officier de communication. Elle est diffusée sur toutes les fréquences dans notre langue. Transmettez-la, ordonna Crestor. Une silhouette humaine apparut à l'écran.
C'était une femme aux cheveux noirs, vêtue d'un simple uniforme militaire. Elle fixa la caméra d'un regard calme. « Je suis la secrétaire générale Kim Min-seo du gouvernement de la Terre unie. Nous vous attendions, amiral Crestor. Nous avons reçu la signature de votre flotte il y a 14 jours. Nous savons pourquoi vous êtes ici. » Crestor fut légèrement surpris. Les humains les avaient repérés très tôt et connaissaient son nom. Cependant, être repéré ne signifiait rien sans pouvoir agir. Vous savez donc que vous devez vous rendre immédiatement. L'Empire crédonien n'accepte aucune résistance. Mincho esquissa un sourire. Nous ne nous rendrons pas, amiral. Nous ne sommes pas vos ennemis, à moins que vous ne nous considériez comme tels. Faites demi-tour avec votre flotte. Quittez notre système. Ceci est votre dernier avertissement. Le pont de commandement éclata de rire. L'officier d'armement s'écria. « Amiral, leurs défenses orbitales sont minimales. Nous ne comptons que 47 satellites dotés de capacités d'armement. Leurs forces terrestres utilisent des explosifs chimiques. Ils sont impuissants. Vous avez 1 heure pour entamer la procédure de reddition, dit Crestor à la femme. Après cela, nous ferons une démonstration de notre puissance. » L'expression de Min-seo resta impassible. « Nous vous retrouverons alors sur le terrain, amiral. Nous espérons que vous avez emporté des vêtements chauds. » La transmission s'interrompit. Crestor fronça les sourcils, intrigué par cette remarque étrange, mais n'y prêta pas attention. Déployer des forces de débarquement sur 3 sites. Leur continent septentrional, l'Amérique du Nord, leur région forestière équatoriale et leur plus grand désert. Nous établirons des zones de soumission et procéderons à partir de là. Les vaisseaux de débarquement cridoniens décollèrent. Chacun transportait 50 soldats en armure de combat complète. Leurs boucliers pouvaient arrêter les balles et les explosifs de petit calibre. Leurs armes pouvaient percer l'acier. Ils avaient conquis des centaines de mondes avec ces mêmes soldats et ces mêmes tactiques. La première équipe de débarquement atterrit dans l'extrême nord d'un territoire nommé Canada. Le commandant Texic s'attendait à une résistance immédiate. Au lieu de cela, il ne trouva que de la neige et des étendues désertes. « Dispersez-vous », ordonna-t-il. « Repérez la colonie la plus proche. » L'affichage de la température sur sa combinaison attira son attention. Il affichait moins 40 degrés. Le système de chauffage de sa combinaison s'activa automatiquement. « Commandement, les conditions environnementales sont extrêmes. Nos systèmes de chauffage consomment 3 fois plus d'énergie que la normale. » Depuis l'orbite, Crestor répondit « Adaptez-vous et continuez. Les humains survivent dans ces conditions. Vous le pouvez aussi. » Texic mena ses soldats à travers la neige épaisse. Le paysage blanc s'étendait à perte de vue. Soudain, son éclaireur disparut. Il était là un instant, l'instant d'après. Il avait basculé dans l'eau glacée. « Retirez-le !» cria Texic. 2 soldats se précipitèrent. La glace craqua sous leur poids et ils tombèrent à leur tour. L'eau glacée provoqua immédiatement la panne de leur système de chauffage. Leurs armures, conçues pour des combats en environnement contrôlé, se transformèrent en tombeaux glacés. Puis, les humains attaquèrent. Ils arrivèrent à bord de petits véhicules rapides, filant sur la neige à une vitesse incroyable. Ils portaient d'épais vêtements blancs qui se fondaient dans le paysage. Ils tiraient de simples balles, visant non pas les boucliers cridoniens, mais les unités de chauffage situées à l'arrière de chaque armure. Ils ciblent nos systèmes environnementaux, comprit Texic. Sans chaleur, l'armure gèlerait. Les soldats mourraient non pas sous les balles, mais de froid. Il tenta de demander une extraction, mais des brouillages humains bloquèrent ses communications. Sa dernière pensée avant d'être terrassé par le froid fut que les humains n'avaient pas cherché à contrer la technologie crudonienne. Ils avaient utilisé la planète elle-même comme une arme. La seconde équipe d'exploration descendit dans la forêt amazonienne. Le commandant Vixol était confiant. Ses scanners thermiques pouvaient détecter toute source de chaleur. La végétation dense
n'offrait aucune protection contre la technologie cridonienne. Mais dès que ces soldats pénétrèrent dans la forêt, les plantes elles-mêmes semblèrent en se rebeller. D'épaisses lianes emmêlèrent leurs armes. Des insectes grouillèrent sur leurs armures, trouvant la moindre faille. L'air était si chaud et humide que leur système de refroidissement peinait à fonctionner. « Des contacts thermiques partout !» cria un soldat. « J'en compte des centaines, non, des milliers !» Mais ces contacts n'étaient pas tous humains. Les scanners détectaient chaque animal, chaque oiseau, chaque créature à sang chaud de la jungle. Les humains avaient appris, on ne sait comment, à se fondre dans le décor des signatures thermiques naturelles. Des soldats commencèrent à disparaître. Un guerrier cridonien était là un instant. L'instant d'après, il avait disparu, englouti par les fourrés, par des forces invisibles. Les soldats restants tiraient à l'aveuglette, touchant arbres et animaux, sans jamais atteindre l'ennemi. Vixal entendait des bruits autour de lui, des voix humaines parlant leur langue. Elles ne criaient pas et ne proféraient aucune menace. Ils riaient. La jungle était leur foyer, et les cridoniens étaient nés des envahisseurs maladroits. Lorsque les renforts arrivèrent des heures plus tard, ils ne trouvèrent que des armures vides et des armes éparpillées dans la forêt. Les soldats avaient complètement disparu. La troisième équipe de débarquement eut plus de chance au départ. Le commandant Dralix fit descendre ses troupes dans le désert du Sahara, trouvant un terrain dégagé et une vue imprenable. Ici, aucun abri pour des humains primitifs. Ces soldats établirent un périmètre et commencèrent à installer des générateurs de boucliers. La chaleur était intense, mais les cridoniens avaient déjà combattu dans des environnements aussi chauds. Ils s'adapteraient. Mais au fil de la journée, la température grimpa encore, atteignant 10 à 15 degrés Celsius. Le sable lui-même était devenu si chaud qu'il endommageait l'équipement. Les générateurs de boucliers consommaient une énergie colossale pour tenter de refroidir la zone protégée. Puis, la tempête de sable s'est abattue. Elle est arrivée soudainement, un immense mur de vent et de sable qui a obscurci toute visibilité. Les soldats cridoniens étaient équipés de boucliers contre les armes, mais le sable n'était pas une arme. Elle était partout, s'infiltrant dans les joints et les raccords, rayant les appareils optiques et saturant l'air de particules qui perturbaient les scanners. Dans le chaos de la tempête, des humains sont passés à l'attaque. Ils arrivaient à bord de véhicules à grosses roues conçus pour le sable. Ils portaient de simples morceaux de tissu sur le visage et savaient exactement comment se déplacer dans la tempête. Ils ont ouvert le feu, mais surtout, ils ont lancé des explosifs rudimentaires qui ont détruit les générateurs de boucliers. Un jeune soldat coréen nommé Ji-woo menait l'attaque. Il avait grandi en étudiant l'histoire militaire et avait analysé toutes les tactiques employées par l'humanité. Il savait que les cridoniens possédaient une technologie supérieure, mais la technologie nécessitait de l'énergie, de la visibilité et un environnement adéquat pour fonctionner. Le désert n'était pas l'environnement adéquat. Lorsque la tempête de sable se dissipa enfin, Dralix fit le bilan de ses pertes. 30 soldats morts ou portés disparus, du matériel endommagé, des générateurs de boucliers détruits, et tout cela à cause d'humains utilisant le vent et le sable comme armes. Depuis l'orbite, l'amiral Crestor observait ces 3 équipes d'exploration aux prises avec des difficultés. Ce n'était pas ainsi que les conquêtes étaient censées se dérouler. Les humains ne combattaient pas avec des armes sophistiquées. Ils utilisaient la planète elle-même contre ces soldats. « Amiral », dit son officier tactique d'une voix calme, « nous avons choisi chaque site d'atterrissage en fonction de sa valeur stratégique. Mais les humains semblaient avoir anticipé nos choix. Chaque site présentait un désavantage naturel que nous n'avions pas pris en compte. » Colère monta en Crestor. « Alors nous nous adapterons, appelez des renforts, envoyez 200 vaisseaux de guerre supplémentaires. Nous montrerons à ces humains que l'Empire cridonien n'accepte pas la défaite. » Au moment où il envoyait le message,
Il ne remarqua pas que Jiwoo et son équipe avaient capturé intactes plusieurs pièces d'équipement cridonien. Ils les chargeaient déjà sur des camions, les transportant vers des installations secrètes où des scientifiques humains attendaient pour les étudier. La Terre n'avait pas cherché à détruire la technologie cridonienne, mais à la capturer. Le piège fonctionnait à merveille. 200 vaisseaux de guerre cridoniens émergèrent de leur voyage supraluminique autour de la Terre. L'amiral Crestor éprouva une satisfaction certaine en les voyant prendre position. Voilà la véritable puissance. Voilà la force qui avait conquis la moitié de la galaxie. Aucun monde primitif ne pourrait lui résister. Commencez le bombardement orbital, ordonna-t-il. Ciblez leurs bases militaires, leurs centres de commandement et leurs installations industrielles. Montrez-leur le prix de la résistance. Les vaisseaux de guerre ouvrirent le feu. Des rayons d'énergie jaillirent de l'orbite, frappant les installations militaires à travers la Terre. Des bases explosèrent. Des bunkers de commandement s'effondrèrent. Des usines brûlèrent. Ce fut une dévastation à grande échelle. Mais les humains ne se rendirent pas. Au contraire, ils firent quelque chose d'inattendu, ils se mirent en mouvement. « Amiral, nous détectons des milliers de petits engins spatiaux décollant de la planète », rapporta l'officier des capteurs. « Il semble s'agir de satellites civils, d'anciens étages de fusées, de débris spatiaux. » Crestor consulta l'écran du scanner. Les objets étaient minuscules, la plupart pas plus gros qu'un véhicule personnel. Beaucoup semblaient dater de plusieurs décennies, des débris vestiges des premières missions spatiales humaines. Ignorez-les. Concentrez-vous sur les cibles militaires. Monsieur, ces objets ne suivent pas des orbites naturelles. Ils sont capables de se propulser. Ils effectuent des manœuvres. Crestor vit des milliers de débris spatiaux s'animer soudainement. Chacun était équipé de petits propulseurs qui le propulsaient sur de nouvelles trajectoires. Leurs mouvements n'étaient pas aléatoires. Ils convergeaient vers la flotte cridonienne. « Mandat d'évitement !» cria-t-il, mais il était trop tard. Le premier projectile percuta les boucliers de ces vaisseaux. Ils se déplaçaient à une vitesse incroyable et l'impact était d'une force colossale. Pris individuellement, chaque débris était inoffensif. Mais ils étaient des milliers, frappant de toutes parts. Les boucliers absorbèrent facilement les premiers impacts, mais les débris continuèrent d'affluer. De vieux satellites, des propulseurs de fusées hors service, et même ce qui semblait être des fragments d'anciennes stations spatiales. Tous étaient équipés de systèmes de guidage et de propulseurs, tous pointés vers les vaisseaux cridoniens. « Boucliers à 70%, cria l'officier de défense. « 60%, monsieur, il y a trop d'objets. Nous ne pouvons pas tous les cibler. » Crestor comprit l'horrible vérité. Les humains lançaient des objets dans l'espace depuis des décennies. Ils avaient laissé en orbite autour de leur planète ce que tout le monde prenait pour des débris. Mais ce n'étaient pas des débris. C'était un champ de mines prêt à exploser. Les humains avaient suivi chaque débris, tracé leur trajectoire, se préparant à ce moment précis. Déployer des systèmes de défense ponctuels, détruire ces objets. Les vaisseaux de guerre cridoniens tirèrent des milliers passes de petites salves laser, anéantissant les débris qui s'approchaient. Mais pour chaque débris détruit, 2 autres prenèrent sa place. Les humains avaient transformé des décennies de pollution en une arme. Puis la véritable attaque commença. Depuis des installations secrètes à la surface de la Terre et de la Lune, des missiles furent lancés. Il ne s'agissait pas des fusées chimiques primitives auxquelles les cridoniens s'attendaient. Ces missiles étaient rapides, guidés par des ordinateurs sophistiqués, et ils attaquaient en essaim. Le commandant Min-jun observait la scène depuis un bunker profondément enfoui sous terre en Corée. Ancien ingénieur militaire, il faisait désormais partie de la coordination de la défense terrestre. L'écran devant lui affichait la bataille orbitale. « 2e vague de missiles lancés », annonça son assistant. « 3e vague en préparation. » Min-jun acquiesça. Les missiles étaient effectivement basés sur une technologie ancienne. Mais les humains
avait appris une chose importante concernant les capteurs crichtoniens. Ces extraterrestres étaient conçus pour détecter les menaces sophistiquées. Leurs ordinateurs hiérarchisent automatiquement les cibles en fonction de leur signature technologique. Or, les armes terrestres, plus anciennes et plus simples, n'étaient pas considérées comme des menaces majeures. Lorsque les ordinateurs cridoniens prirent conscience du danger, les missiles étaient déjà trop proches pour être interceptés. Cible touchée sur les vaisseaux 7, 12 et 23, annonça l'officier tactique. Pénétration des boucliers confirmée, coque endommagée sur les 3 vaisseaux. Crestor n'en croyait pas ses yeux. Sa flotte subissait des défaites face à des armes qui auraient dû être obsolètes. Comment parviennent-elles à percer nos boucliers? Son officier scientifique lui apporta la réponse. Amiral, leurs missiles n'utilisent pas d'ogives sophistiquées. Ils emploient de simples explosifs nucléaires, combinés à un impact cinétique. Nos boucliers sont conçus pour stopper les armes à énergie et les charges de plasma avancées. Ces explosifs primitifs utilisent une signature énergétique différente. Nos boucliers sont moins efficaces contre eux. C'était un autre piège. Les Cridoniens avaient conçu leur défense pour contrer les armes sophistiquées. Les humains avaient attaqué avec des armes rudimentaires. À la surface de la Terre, la guerre terrestre se poursuivait. Les soldats cridoniens avaient tiré les leçons de leur première défaite. Ils portaient désormais des combinaisons environnementales, les protégeant de la chaleur et du froid. Ils se déplaçaient en groupes plus importants et mieux coordonnés. Mais les humains s'étaient aussi adaptés. Dans les villes, ils utilisaient les bâtiments eux-mêmes comme armes. Des pièges remplissaient les structures vides. Des embuscades étaient tendues depuis les tunnels souterrains. Des tireurs embusqués tiraient depuis les fenêtres et disparaissaient avant que les tirs de riposte ne puissent les atteindre. Le soldat coréen Ji-woo était devenu célèbre parmi les résistants. Il commandait une unité spécialisée dans le combat urbain. Sa tactique était simple: ne jamais affronter les Cridoniens de front, attaquer et battre en retraite, toujours utiliser l'environnement. Ils ont une meilleure armure que nous, disait-il à ses hommes. De meilleures armes, une meilleure technologie. Nous ne les combattons donc pas sur leur terrain, nous les forçons à combattre sur le nôtre. C'est notre planète. Chaque rue, chaque bâtiment, chaque égout est une arme, si nous savons nous en servir. Son unité a attaqué une patrouille cridonienne à Séoul. Ils ont fait s'effondrer un immeuble pour bloquer le passage des extraterrestres, les forçant à emprunter une rue étroite. Puis, ils ont ouvert les bornes d'incendie, inondant la rue. Les capteurs cridoniens fonctionnaient mal dans l'eau. Leur équilibre était précaire et tandis qu'ils luttaient, les soldats de Ji-woo les criblaient de balles simples visant les joints d'étanchéité et les ports d'équipement. Dans l'espace, la bataille se poursuivait. Crestor avait perdu 30% de sa flotte. Les vaisseaux restants étaient endommagés et à court d'énergie. Les générateurs de boucliers avaient consommé une énergie considérable pour bloquer les impacts incessants de débris. Les systèmes de défense rapprochés surchauffaient en raison de leur utilisation continue. « Amiral, nous devons nous replier et nous regrouper », conseilla son second. « Nos vaisseaux ne peuvent pas soutenir un tel niveau de combat. » Crestor voulait refuser. L'Empire cridonien ne battait pas en retraite, mais il ne pouvait pas non plus perdre toute sa flotte. Il fallait se replier sur des positions défensives et demander des renforts au haut commandement. Il fallait se replier sur des positions défensives, demander des renforts au haut commandement et leur dire que nous avions besoin de toute la flotte de combat. Tandis que les vaisseaux cridoniens s'éloignaient du champ de débris et gagnaient des orbites plus élevées, Min-jun sourit dans son bunker souterrain. La première phase avait fonctionné. Les cridoniens avaient engagé davantage de force, comme prévu. Désormais, la Terre connaissait mieux leurs tactiques, leurs faiblesses et leurs technologies. « Combien de temps faudra-t-il avant qu'ils envoient d'autres vaisseaux » demanda son assistant. « 2 semaines, peut-être 3, répondit Min-jun. « Cela nous laisse le temps de préparer la suite. Et s'ils déploient toute leur flotte de combat, 500 vaisseaux ?» Min-jun afficha une carte du système solaire sur son écran. Elle montrait le système solaire, mais avec des marqueurs s'étendant bien au-delà de la Terre.
Des marqueurs sur des astéroïdes, sur des lunes, sur des zones de l'espace apparemment vides. Alors ils apprendront que le piège de la Terre est bien plus vaste qu'ils ne l'imaginent. Nous nous y préparons depuis 50 ans. Tous les avertissements que nous leur avons adressés étaient sincères. Nous leur avons dit de ne pas venir. Nous leur avons dit que c'était un piège. Il a zoomé sur un marqueur près de la ceinture d'astéroïdes. On y voyait un gros rocher aux modifications dissimulées. Ils ont choisi de ne pas écouter. Ils vont donc voir ce qui se passe lorsque les humains ont le temps de se préparer, lorsqu'ils peuvent utiliser un système solaire entier comme une arme. En orbite, l'amiral Crestor contemplait la Terre. La planète bleue semblait si paisible vue de là, si innocente. Comment quelque chose d'aussi beau pouvait-il être aussi mortel? Son officier de transmission interrompit ses pensées. « Amiral, le haut commandement répond à notre demande. » Le commandant suprême Vexilar arrive en personne avec sa flotte de combat, forte de 500 vaisseaux. Il affirme qu'il ne partira pas tant que la Terre ne sera pas conquise ou détruite. Crestor aurait dû être soulagé. Au lieu de cela, il ressentit une étrange inquiétude. Les humains étaient prêts à affronter 50 vaisseaux. Ils étaient prêts à en affronter 200. Et s'ils étaient prêts à en affronter 502, il contempla le champ de débris qui flottait encore autour de la Terre. Des milliers de morceaux de métal et de technologie, chacun soigneusement repéré et visé par des ordinateurs humains. C'était à la fois génial et terrifiant. Les humains avaient transformé leurs propres déchets en armes. Qu'avaient-ils encore transformé en armes? Quels autres pièges les attendaient? Le message de la vieille balise résonnait dans sa mémoire. N'allez pas sur Terre. C'est un piège. Il comprit enfin. Le piège n'était pas une simple embuscade. La planète entière était un piège. Le système solaire tout entier était un piège. Et les Cridoniens y étaient tombés en plein dedans. Le commandant suprême Vexilar se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, le plus grand navire de guerre de la flotte, cridonienne. Derrière lui, 489 autres navires de guerre avançaient en formation parfaite. C'était toute la flotte de combat, la force qui n'avait jamais perdu un affrontement majeur en 200 ans. « C'est humiliant », dit froidement Vexilar. « Amiral Crestor, vous n'avez pas réussi à conquérir un monde primitif avec 250 navires. Expliquez-vous. » Crestor apparut sur l'écran de communication, l'air fatigué. « Commandant suprême, les humains ne combattent pas comme les autres espèces. Ils utilisent des tactiques non conventionnelles. Ils exploitent leur environnement. Ils utilisent des armes contre lesquelles nous n'avons pas été conçus. » Des excuses, rétorqua Vexilar. Je vois une planète primitive dotée d'une technologie obsolète. Vous voyez des défis insurmontables. C'est pourquoi je commande la flotte de combat et non vous. Il se tourna vers ses officiers. Préparez-vous à un assaut planétaire total. Nous bombarderons leur ville depuis l'orbite jusqu'à leur reddition. S'ils ne se rendent pas, nous anéantirons leur civilisation entière. La galaxie se souviendra du sort réservé à ceux qui résistent à l'Empire. Commandant suprême, interrompit l'officier de transmission. Nous recevons une transmission de la Terre. Ils demandent une entrevue. Vexilar rit. Maintenant, ils veulent parler? Après avoir tué des milliers de nos soldats? Très bien, écoutons ce que ces humains ont à dire avant de les anéantir. L'écran changea et montra une Coréenne en uniforme diplomatique. Elle avait le regard calme et un léger sourire. Je suis l'ambassadrice Park Hye-jin, représentante du gouvernement de la Terre unie. Merci d'avoir accepté notre demande de communication, commandant suprême Vexilar. Vexilar fut surpris qu'elle connaisse son nom. Vous avez tué de nombreux soldats cridoniens, ambassadrice. Vous avez détruit nos vaisseaux. Et maintenant, vous voulez négocier les conditions de votre reddition? Non, répondit simplement Hye-jin. Nous voulons vous offrir une dernière chance de partir pacifiquement. Votre empire a conquis 400 mondes, nous le savons. Nous avons étudié vos tactiques, votre technologie et votre culture pendant 50 ans. Impossible, rétorqua Vexilar. Nous n'avons découvert la Terre qu'il y a 3 semaines. Hye-jin sourit encore plus largement. Non, commandant suprême.
Nous vous avons découvert il y a 50 ans. Nous avons intercepté vos communications, étudié votre langue et appris tout ce que nous pouvions sur l'Empire cridonien. Nous savions que vous finiriez par venir. Nous nous préparons à cette rencontre depuis un demi-siècle. Elle toucha quelque chose hors écran, et de nouvelles images apparurent. Des dossiers et des dossiers de données militaires cridoniennes, plans de vaisseaux, spécifications d'armes, tactiques de combat, même des informations personnelles sur les commandants cridoniens. Tout était là, organisé et détaillé. Vexillar sentit un frisson le parcourir. Comment avez-vous obtenu ces informations? Nous avons écouté, expliqua Haijin. Votre empire utilise de puissants signaux de communication. Ils parcourent de longues distances dans l'espace. Nous vous écoutons depuis des décennies. Vous avez conquis des mondes et nous avons appris en vous observant. Nous avons vu comment vous combattez. Nous avons constaté vos forces et vos faiblesses. Et nous nous sommes préparés. Alors vous savez que vous ne pouvez pas gagner, dit Vexillar, retrouvant sa confiance. Vous connaissez notre puissance de feu. Vous savez ce que 500 vaisseaux de guerre peuvent faire à une planète. Oui, nous le savons, acquiesça Yejin. C'est pourquoi nous vous le demandons à nouveau. Veuillez partir. Nous ne voulons pas détruire votre flotte. Nous ne voulons pas que d'autres soldats cridoniens meurent. Mais si vous poursuivez cette attaque, nous nous défendrons. Vexillar en avait assez entendu. Cette femme tentait de l'intimider avec des informations volées et une fausse assurance. Vous avez 1 heure pour vous rendre complètement. Après cela, vos villes brûleront, lança-t-il en coupant la transmission. Tous les vaisseaux, préparez-vous au bombardement orbital. Je veux que la surface de cette planète soit dirigée vers le commandant suprême, hurla l'officier des capteurs. Nous détectons des mouvements dans tout le système. Plusieurs gros objets modifient leur trajectoire. Vexillar consulta l'écran tactique. Partout dans le système solaire, des astéroïdes étaient en mouvement. Non pas qu'ils dérivaient sur leurs orbites naturelles, mais qu'ils se déplaçaient activement et de manière ciblée. De petits propulseurs fixés à chaque astéroïde les guidaient sur de nouvelles trajectoires. « Combien » demanda-t-il. « 47 astéroïdes, monsieur. Tout se dirige vers notre flotte. Impact prévu dans 20 minutes. » Vexillar examina l'écran. Les astéroïdes étaient imposants, chacun mesurant plusieurs kilomètres de diamètre. S'ils percutaient un de ces vaisseaux à leur vitesse actuelle, les dégâts seraient catastrophiques. Détruisez-les, tous les vaisseaux. Visez ces astéroïdes et réduisez-les en poussière. La flotte de combat cridonienne ouvrit le feu. Des rayons d'énergie fendirent l'espace, frappant les astéroïdes qui approchaient. La roche explosa en fragments. Des astéroïdes entiers se brisèrent sous la puissance de feu concentrée. Mais leur destruction révéla un autre problème. L'explosion de chaque astéroïde créait des milliers de fragments plus petits qui continuaient tout leur course vers la flotte. Plusieurs astéroïdes contenaient des dispositifs nucléaires qui explosaient à leur destruction, provoquant des explosions cataclysmiques et projetant des débris dans toutes les directions. « Boucliers à pleine puissance !» ordonna Vexillar. « Défense rapprochée, détruisez tous les Warhammer. Fragments. » Les systèmes défensifs de la flotte s'activèrent, tirant des milliers de projectiles par seconde. La plupart des débris furent détruits, mais certains parvinrent à passer. Des fragments percutèrent les boucliers, drainant leur énergie. La flotte fut contrainte de manœuvrer, brisant sa formation parfaite. Et pendant que les cridoniens étaient distraits, la véritable attaque de la Terre commença. Depuis des installations secrètes sur Terre, sur la Lune et sur Mars, des milliers de vaisseaux spatiaux furent lancés. Il ne s'agissait pas des anciens satellites. C'étaient de véritables vaisseaux militaires, étomés, construits secrètement dans des usines souterraines pendant des décennies. La commandante Sujin était assise dans le cockpit de son chasseur. Pilote de métier, elle avait été entraînée spécialement pour cette mission. Autour d'elle, des milliers d'autres pilotes humains faisaient de même. À tous les pilotes, ici le chef d'escadrille Sujin. Souvenez-vous de votre entraînement. L'ennemi est puissant, mais nous sommes nombreux.
Nous sommes rapides et nous connaissons ce système mieux qu'eux. Pour la Terre! Pour la Terre! Des milliers de voix répondirent. Les vaisseaux humains fondirent sur la flotte cridonienne, comme des insectes attaquant un géant. Petits et rapides, ils se déplaçaient de façon imprévisible. Les ordinateurs de ciblage cridoniens, conçus pour suivre les gros vaisseaux capitaux, peinaient à verrouiller autant de petites cibles. Sujin piqua avec son chasseur à travers les tirs ennemis et tira un missile à bout portant. Celui-ci frappa le générateur de boucliers d'un vaisseau de guerre cridonien, le surchargeant. Les boucliers du vaisseau vacillèrent, puis s'éteignirent. Immédiatement, 3 autres chasseurs humains attaquèrent le même vaisseau avec des explosifs conventionnels, perforant sa coque. « Visez leur générateur !» cria Sujin. « Travaillez en équipe, surchargez les boucliers, puis attaquez-les de toutes vos forces. Bovatawa !» C'était une tactique empruntée aux anciennes guerres navales humaines. Submerger les défenses, puis frapper la coque. Simple, mais efficace. Vexlar, horrifié, assistait impuissant à la destruction de sa flotte de combat, la fierté de l'Empire crudonien, décimé par de petits vaisseaux et des tactiques ingénieuses. « Combien de vaisseaux ont-ils » demanda-t-il. « Plus de 5000 vaisseaux, monsieur. Ils arrivent sans cesse. 5000 vaisseaux. » La Terre avait construit une flotte entière en secret, tout en feignant l'impuissance. Ce n'était qu'une supercherie, un piège. « Retraite tactique de tous les vaisseaux !» ordonna Vexilar. « Repliez-vous sur vos positions défensives. » Mais les chasseurs humains suivirent, harcelant la retraite. D'autres astéroïdes apparurent sans sur les capteurs, provenant de directions différentes. Les Cridoniens durent diviser leurs tirs entre les chasseurs et les astéroïdes, affaiblissant ainsi leur capacité de riposte. En 3 heures de combat, Vexilar perdit 200 vaisseaux, soit 40% de sa flotte. Ce fut la pire défaite de l'histoire cridonienne. « Commandant suprême, nous devons battre en retraite », insista son second. « Nous ne pouvons pas gagner cet affrontement. » Vexlar fixa l'écran tactique. Les humains n'avaient pas seulement préparé une défense, ils avaient tendu un piège à l'échelle du système. Les astéroïdes, le champ de débris, le vaisseau spatial dissimulé, tout faisait partie d'un plan élaboré depuis 50 ans. « Retraite », ordonna-t-il finalement. « Retraite totale du système. » Tandis que les vaisseaux crédoniens restants prenaient la fuite, le visage d'Huygen apparut sur tous les écrans de communication. Elle paraissait triste, non triomphante. « Commandant suprême, vous avez été prévenu. Les Veltani vous ont averti. La guilde des traîtres vous a averti. L'ancienne balise vous a averti. Nous avons tenté de vous le dire pacifiquement. La Terre n'est pas votre ennemi. La conquête est votre ennemi. La violence est votre ennemi. Nous espérons que vous tirerez les leçons de cette expérience avant que d'autres membres de votre peuple ne périssent. » Vexilar aurait voulu se déchaîner, menacer, promettre vengeance, mais les mots restaient muets. Il avait déployé 500 vaisseaux de guerre, dont 300 furent détruits ou endommagés. Les humains avaient utilisé la science, la stratégie et l'ensemble de leur système solaire comme une arme. Et ils avaient vaincu. Tandis que la flotte regagnait péniblement l'espace crédonien, Vexilar reçut de nombreux rapports. D'autres espèces à travers la galaxie avaient observé la bataille. Ils avaient vu la puissante flotte de guerre crédonienne vaincue par un monde primitif. Des rébellions éclataient sur les planètes conquises. Les lignes de ravitaillement étaient coupées. L'Empire était plongé dans le chaos. La Terre n'avait pas seulement vaincu les Cridoniens sur le champ de bataille, elle avait aussi vaincu l'idée que l'Empire était invincible. Dans son bureau sur Terre, Heijin coupa l'écran de communication. Le commandant Minjun entra. « La flotte bat en retraite. Nous avons gagné. »« Non !» corrigea doucement Heijin. « Nous avons survécu. La victoire est la prochaine étape, et elle ne s'obtiendra pas par les armes. » Le silence régnait dans la salle du haut commandement cridonien, tandis que le commandant suprême Vexilar se tenait devant le conseil des 5 dirigeants suprêmes. Ces 5 anciens cridoniens
avaient régné sur l'Empire pendant 3 générations. Ils avaient supervisé la conquête de 400 mondes. Et maintenant, pour la première fois en 2 siècles, ils subissaient une défaite majeure. 300 vaisseaux perdus, murmura le haut leader Zoral. 300 contre un monde primitif qui utilise des fusées chimiques et des armes nucléaires. Expliquez-nous cela, Vexlar. Vexlar se redressa, refusant de montrer la moindre faiblesse. Les humains n'étaient pas primitifs, haut chef. Ils n'en avaient que l'apparence. Ils se sont préparés à notre arrivée pendant 50 ans. Ils nous ont étudiés, ont appris nos faiblesses et ont construit des armes conçues spécifiquement pour les exploiter. Et vous avez été dupés par une espèce inférieure, déclara un autre haut chef. Vous savez que cela fait de vous un fardeau pour l'Empire? Exécutez-moi si vous le souhaitez, répondit Vexlar. Mais me tuer ne résoudra pas le problème de fond. La Terre a partagé ses données tactiques avec toute la galaxie. 28 de nos mondes soumis se sont déjà rebellés en utilisant les tactiques terrestres. Nos lignes de ravitaillement s'effondrent. L'Empire est en crise. Les hauts dirigeants échangèrent un regard. Ils savaient qu'il avait raison. La défaite sur Terre avait eu des conséquences bien plus graves que la simple perte de vaisseaux. Elle avait coûté quelque chose de bien plus précieux. La peur qui cimentait l'Empire. Les espèces qui jadis tremblaient résistaient désormais. L'illusion de l'invincibilité cridonienne était brisée. « Que me conseillez-vous » demanda Zoral. « Nous devons concentrer toutes nos forces restantes sur Terre » déclara Vexlar. « Nous devons les anéantir complètement » répéta-t-il. « Nous devons les écraser totalement pour servir d'exemple. Montrons à la galaxie que toute résistance ne mène qu'à la destruction. » Avant que les hauts dirigeants ne puissent répondre, tous les écrans de la salle s'activèrent simultanément. Un visage humain apparut. C'était un Coréen d'un certain âge, portant des lunettes et un uniforme simple. « Salutations, haut commandement cridonien », dit l'homme dans un cridonien parfait. « Je suis le docteur Kang Sung-ho, scientifique en chef de l'initiative de défense terrestre. Veuillez m'excuser de vous interrompre, mais j'ai un message important pour vous et pour toute la galaxie. »« Ce canal est sécurisé », s'écria Zor-Al. « Comment y avez-vous accédé ?»« Vous écoutez les communications de la Terre depuis des décennies », expliqua Sung-ho. « Nous écoutons les vôtres depuis tout autant de temps. Votre système de cryptage est sophistiqué, mais nous avons eu 50 ans pour l'étudier. Maintenant, écoutez-nous. Ce message est diffusé à toutes les espèces de la galaxie. Nous voulons que chacun entende ce que nous avons à dire. » L'écran se divisa. On y voyait désormais non seulement Sang-ho, mais aussi de multiples images, des séquences de combats sur Terre, des données tactiques sur les faiblesses des Cridoniens et des informations sur leur structure militaire. Des données sur les faiblesses cridoniennes, des informations sur leur structure militaire. Tout était là, organisé et clair. Pendant 2 siècles, l'Empire cridonien a conquis et asservi des espèces à travers la galaxie. Poursuivit Sung-ho. Ils ont réussi grâce à leur technologie supérieure et à l'isolement de leurs victimes, incapables de partager des informations ou de coordonner leur résistance. Aujourd'hui, la Terre change la donne. De nouvelles images sont apparues. Des schémas techniques montrant comment percer les boucliers cridoniens à l'aide d'armes cinétiques simples. Des informations tactiques sur l'utilisation de l'environnement et du terrain contre leurs soldats, et des données biologiques révélant les vulnérabilités des cridoniens à certaines bactéries et virus présents sur de nombreuses planètes. Nous partageons librement toutes ces informations avec toutes les espèces qui le souhaitent, déclara Sung-ho. Nous offrons notre alliance et notre amitié à tous ceux qui aspirent à la paix. Nous proposons également un entraînement militaire et une coordination à tout monde, luttant contre l'oppression cridonienne. Vous n'êtes plus seul, la Terre est à vos côtés. Vexlar suivit la retransmission avec une horreur grandissante. Il ne s'agissait pas d'une simple défaite militaire.
ce fut le démantèlement complet de la structure du pouvoir impérial. Les humains révélaient les secrets de la résistance de cette structure. Ils révélaient librement et ouvertement les secrets de la résistance. Mais Songho n'en avait pas fini. Les images changèrent à nouveau, dévoilant un contenu différent: musique, art, littérature et culture humaine. Mais nous offrons bien plus que des tactiques militaires, dit-il d'une voix douce. Nous offrons l'espoir d'un avenir différent. L'Empire crudonien croit que la force naît de la conquête. Nous croyons que la force naît de la coopération. Nous invitons toutes les espèces, même les Cridoniens, à se joindre à nous pour bâtir une communauté galactique fondée sur le respect mutuel et le partage des connaissances. La diffusion s'acheva. Les écrans s'éteignirent. Le silence régnait dans la salle du haut commandement. Puis, les rapports commencèrent à affluer. 30 mondes supplémentaires avaient proclamé leur indépendance. La Guilde des marchands avait officiellement reconnu la Terre comme une espèce protégée et interrompu tout commerce avec l'Empire cridonien. 3 mondes colonisés par Cridon avaient demandé l'ouverture de négociations pacifiques avec la Terre. L'Empire s'effondrait non par conquête militaire, mais par la disparition de la peur et l'avènement de l'espoir. Zoral se redressa lentement. « Vexlar, vous avez l'ordre de prendre la flotte restante et de détruire la Terre. Utilisez tous les moyens nécessaires. Si nous ne pouvons pas avoir cette planète, personne ne l'aura. » Mais Vexlar n'écoutait plus le haut leader. Il repensait aux paroles de l'ambassadrice humaine lors de leur entretien. Elle lui avait offert un choix. Son appareil de communication vibra. Un message crypté apparut. Il venait de la Terre, de Seti. L'ambassadrice Ejin. « Commandant suprême, vous êtes un génie militaire contraint de servir une cause maléfique. Vous savez que l'Empire essaie condamné. Vous pouvez sombrer avec lui, ou nous aider à bâtir un monde meilleur. Nous ne voulons pas anéantir le peuple cridonien. Nous voulons le libérer de la tyrannie, comme nous voulons libérer toutes les espèces. Nous vous offrons refuge, protection et une chance de vous racheter. Nous vous offrons le choix. Choisissez avec sagesse. » Vexilar observa les hauts dirigeants, 5 vieux cridoniens, assoiffés de pouvoir et de contrôle, prêts à sacrifier des milliards d'êtres pour conserver leur emprise sur la galaxie, qu'il avait envoyée, lui et des milliers de soldats, à la mort plutôt que d'admettre leur faiblesse. Il pensa à la Terre, aux humains qui s'étaient mis à préparer pendant 50 ans, non par haine, mais par espoir, qui avaient construit des armes pour se défendre, mais qui avaient d'abord offert la paix, qu'il avait vaincu non en détruisant sa flotte, mais en offrant la liberté à ses victimes. Il fit son choix. « Non », dit simplement Vexlar. Les hauts dirigeants le fixèrent. « Qu'avez-vous dit ?»« J'ai dit non. Je n'attaquerai plus jamais la Terre. Je ne massacrerai pas des milliards d'êtres humains pour votre orgueil. Les humains avaient raison sur toute la ligne. Ils nous ont prévenus de ne pas venir. Ils nous ont dit que c'était un piège. Mais ce n'était pas un piège militaire. C'était un piège moral. Et j'en ai fini de participer au mal de votre empire. » Il sortit un appareil contenant des données et le brandit. « Ceci contient des preuves de crimes de guerre commis par ce haut commandement. Massacre de civils, armes biologiques utilisées contre des populations sans défense, espèces entières réduites en esclavage ou exterminées. J'ai rassemblé ces preuves pendant des années, attendant le moment opportun. Ce moment est arrivé. « Garde !» cria Zor-Al. « Arrêtez-le !» Mais les gardes ne bougèrent pas. Ils restèrent à leur poste, l'air incertain. Eux aussi avaient entendu la diffusion humaine. Ils avaient également vu des espèces à travers la galaxie se lever, pleines d'espoir, au lieu de se terrer de peur. Vexlar sortit de la chambre. Personne ne l'arrêta. Il rejoignit sa navette privée et mit le cap sur la Terre, emportant avec lui les preuves qui permettraient de démanteler le haut commandement pour toujours. 3 ans plus tard, le Conseil galactique se réunit pour la première fois. Des représentants de 200 espèces se rassemblèrent dans une immense station spatiale, construite conjointement par des dizaines de civilisations. L'Empire crédonien s'était effondré dans la guerre civile peu après la défection de Vexlar.
Les hauts dirigeants furent arrêtés et jugés pour leurs crimes. L'ambassadrice Park Ji-won se tenait à la tribune. Sœur de Ji-woo, elle représentait désormais la Terre dans la haie, politique galactique. La salle était remplie d'espèces autrefois ennemies, qui s'efforçaient maintenant de bâtir ensemble un nouvel ordre. Aujourd'hui, nous établissons un nouveau principe pour notre galaxie, déclara Ji-won dans la langue commune qui se répandait dans tout l'espace. Aucune espèce n'a le droit d'en conquérir une autre. Toutes ont le droit d'exister librement et de tracer leur propre voie. Ce conseil arbitrera les conflits, facilitera le commerce et la coopération et défendra tout membre contre toute agression. Les représentants ont voté. La motion a été adoptée à l'unanimité. Le Conseil galactique était né, la Terre étant l'un de ses membres fondateurs. Plus tard, Ji-won rencontra Vexilar dans une pièce privée. L'ancien commandant cridonien officiait désormais comme consultant, aidant le Conseil à comprendre les anciennes structures militaires de l'Empire et facilitant les transitions pacifiques sur les anciens mondes cridoniens. « Regrettez-vous votre choix ?» lui demanda Ji-won. « Regrettez-vous votre choix ?» lui demanda Ji-won. Vexilar réfléchit un instant. « Je regrette les vies perdues au service d'un empire maléfique. Je regrette la douleur que j'ai causée. Mais non, je ne regrette pas d'avoir choisi d'aider la Terre à bâtir un monde meilleur. Vous m'avez montré que la force ne vient pas de la conquête. La vraie force vient de la capacité à changer au bon moment. » À l'extérieur de la station, aux confins du système solaire, la vieille balise automatisée flottait toujours dans l'espace. Des ingénieurs humains avaient monté et modifié le message. Ils disaient désormais « Avertissement à toutes les espèces. Le système qui nous attend est la Terre. Ses habitants ne sont ni agressifs ni passifs. Ils protègent leur foyer et accueillent les visiteurs pacifiques. Approchez avec respect, non avec esprit de conquête. Approchez les mains ouvertes, non avec des armes. Nous ne sommes pas un piège pour ceux qui viennent en paix. Nous ne sommes un piège que pour ceux qui apportent la guerre. Choisissez avec sagesse. » Ce message, diffusé sur toutes les fréquences, était une lueur d'espoir dans une galaxie qui apprenait peu à peu la différence entre puissance et sagesse. La Terre avait survécu non pas grâce à sa force, mais grâce à son intelligence, en se préparant non seulement à la guerre, mais aussi à la paix qui pourrait suivre. Les Cridoniens avaient été avertis de ne pas se rendre sur Terre. Ils avaient ignoré les avertissements et, ce faisant, étaient tombés dans un piège qui avait libéré la galaxie de leur tyrannie et montré à tous une voie meilleure. Le piège avait parfaitement fonctionné, non pas parce qu'il avait anéanti un ennemi, mais parce qu'il offrait à chacun, même à l'ennemi, une chance de s'améliorer.